Une nouvelle super-Terre a récemment été observée par des astronomes, et elle suscite un grand intérêt. Cette planète, désignée sous le nom de TOA 715b, a une taille équivalente à 1,5 fois celle de notre Terre, ce qui justifie son appellation de super-Terre. De plus, elle se trouve relativement proche de nous, à seulement 137 années-lumière. Pour mettre cela en perspective, la majorité des exoplanètes se situent à plusieurs centaines d'années-lumière, tandis que les objets célestes fascinants tels que les trous noirs et les nébuleuses se trouvent généralement à des milliers d'années-lumière de nous. Pourrait-elle donc être habitable? La zone habitable représente une estimation des régions où une planète pourrait présenter des conditions favorables à l'existence d'eau liquide. Cela se réfère à une distance spécifique de l'étoile, où les températures sur la planète devraient être tolérables. Toutefois, cette estimation n'est pas très précise, car elle dépend de divers facteurs, tels que le type d'étoile, la capacité de réflexion de la planète, ainsi que sa taille, parmi tant d'autres. De plus, être situé dans cette zone ne garantit pas la présence d'eau. La planète doit également posséder une atmosphère appropriée ainsi que d'autres conditions favorables. Pour remédier à cela, une définition plus stricte a été établie en 2014, la zone habitable conservatrice. Ce terme plus précis désigne les meilleures candidates susceptibles de présenter de l'eau liquide. Sinon, nous risquerions de rencontrer un trop grand nombre de planètes potentiellement habitables, qui, en réalité, ne le sont pas. La ZHC est déterminée par la quantité d'énergie qu'une planète reçoit de son étoile par rapport à celle de la Terre. Si une planète tellurique reçoit entre 40 et 85% de cette énergie, elle est considérée comme se trouvant dans la ZHC, indépendamment de sa distance par rapport à son étoile. Ces planètes présentent une probabilité plus élevée d'être habitables. Et en effet, TOA 715b se trouve dans cette zone. Cette super-Terre gravite autour d'une étoile de type M, également connue sous le nom de naine rouge. Cette étoile est beaucoup plus petite et moins chaude que notre Soleil, représentant environ un quart de sa taille et de sa masse. Toutefois, si cette planète se situe dans la zone habitable, elle constitue en réalité une option plus propice à la vie, car les naines rouges vivent bien plus longtemps que notre Soleil, qui est une naine jaune. Cela signifie également qu'elle dispose de plus de temps pour permettre l'émergence de petites formes de vie. De plus, cette naine rouge est plus ancienne que notre étoile. Notre astre est vieux de 4,6 milliards d'années, tandis que cette étoile en compte 6,6. Environ à quelques centaines de millions d'années près. Cette étoile présente peu d'activité magnétique, ce qui la rend sans danger. Elle ne connaît pas de fortes éruptions comme les jeunes naines rouges. Ces éruptions peuvent être extrêmement puissantes et risquent d'endommager les planètes en arrachant leur atmosphère. Bien que certaines planètes en orbite autour d'elles présentent des atmosphères moins denses, il semble que cette naine rouge ait déjà atteint un état de stabilité. Ces naines rouges constituent actuellement des cibles privilégiées dans la recherche de planètes susceptibles d'abriter la vie. Notre super-Terre est extrêmement proche de son étoile et accomplit une orbite en seulement 19 jours. Étant donné la petite taille de l'étoile et la proximité de la planète, le passage de celle-ci devant son astre se produit fréquemment et de manière très distincte. Cela facilite l'étude de son atmosphère par des télescopes comme James Webb, nécessitant ainsi moins de temps d'observation. En parlant du télescope spatial James Webb, celui-ci nous plonge dans une nouvelle ère de compréhension des planètes lointaines au-delà de notre système solaire. Imaginez pouvoir déterminer quel gaz compose l'atmosphère d'une planète à des millions d'années-lumière. James Webb nous aidera à déceler ces mondes potentiellement habitables. En ce moment, il s'emploie à vérifier si TOA 715b possède une atmosphère. Si tel est le cas, elle pourrait être plus facilement détectable par rapport à une planète plus sèche et plus dense. Cela susciterait un grand enthousiasme, car cela indiquerait un environnement propice à la vie. En outre, il pourrait y avoir une autre planète dans ce système, également située dans la zone habitable. Son existence n'est pas encore confirmée, ce n'est qu'une candidate au nom extravagant. Mais si elle se révèle exister, elle serait comparable à la Terre en termes de taille, devenant ainsi la plus petite planète observée dans la zone habitable par le télescope TESS. Une autre caractéristique fascinante de TOA 715b est qu'elle pourrait non seulement abriter de l'eau, mais également être un véritable monde aquatique. Une planète océanique désigne un type de planète entièrement recouverte par un océan ou possédant des océans souterrains. Ces planètes ne peuvent avoir que très peu de terres émergées, et parfois, elles peuvent même être submergées par d'autres liquides, comme de la lave ou de l'ammoniac. En ce qui concerne les planètes situées en dehors de notre système solaire, notre technologie actuelle ne nous permet pas d'observer directement l'eau à leur surface. Les scientifiques se concentrent plutôt sur la détection de la vapeur d'eau dans l'atmosphère,
ce qui peut indiquer la présence d'eau liquide en dessous. Bien sûr, nous nous interrogeons également sur la possibilité de vie sur ces planètes, en espérant qu'elles ne prennent pas la forme de monstres de type Léviathan. Nos modèles suggèrent que les planètes océaniques pourraient être assez répandues dans notre galaxie. Cela signifie qu'il pourrait y avoir de nombreux mondes océaniques encore à découvrir. Cependant, la partie la plus captivante concernant TOI 715b est qu'elle se situe dans ce que l'on désigne comme l'écart de Fulton. Si nous dressons une liste des planètes, nous observerons celles qui sont plus grandes ou plus petites que la Terre. Cependant, un vide apparaît soudainement pour les corps célestes, mesurant 1,5 fois à 2 fois la taille de notre planète. Où sont-ils passés? Cette lacune suscite l'intérêt des scientifiques, car elle révèle des informations sur la manière dont les planètes se forment et évoluent au fil du temps. Il ne s'agit pas d'une absence de formation de planètes dans cette fourchette de taille. En réalité, elles commencent souvent plus grandes puis perdent une partie de leur masse, comme un ballon qui se dégonflerait lentement. Cela pourrait être dû à la manière dont elles orbitent autour de leurs étoiles, qui peuvent éliminer une partie de leur masse, à l'instar de notre Soleil qui interagit avec le gaz des comètes. Cet écart recèle de nombreux mystères, et des planètes comme notre nouvelle super-Terre pourraient me fournir de précieux indices pour nous aider à les percer. Nous ne savons pas encore si ce phénomène existe autour des naines rouges. Il est possible qu'il s'agisse d'une différence de densité chez ces planètes, plutôt que d'une question de taille. Ainsi, l'étude de cette planète nouvellement découverte devient d'autant plus intéressante. Elle nous permettra d'en apprendre davantage sur les étoiles lointaines et leurs planètes. On a mentionné TESS un peu plus tôt. Le satellite TESS de la NASA, ou Transiting Exoplanet Survey Satellite, a été lancé il y a 6 ans et a depuis connu un succès remarquable. La NASA a lancé TESS parce que nous avions déjà identifié plus de 5000 planètes en orbite autour d'autres étoiles, principalement grâce au télescope Kepler. Cependant, Kepler a surtout détecté de grandes planètes qui ne ressemblent pas forcément à la Terre. Nous avons donc décidé d'orienter TESS vers la recherche de planètes plus petites, de taille terrestre, autour d'étoiles brillantes et proches, ce qui facilitera leur étude au moyen de télescopes futurs. Voici comment cela fonctionne. La caméra observe les étoiles et scrute les variations de leur luminosité. Si celle-ci diminue subitement pendant un certain temps avant de revenir à la normale, cela peut indiquer qu'une planète passe devant l'étoile. Cependant, les étoiles peuvent aussi s'assombrir pour d'autres raisons, comme des éruptions ou des taches sombres à leur surface. C'est pourquoi il est essentiel de prendre ces données avec des pincettes. TESS nous fournit des informations sur la taille et l'orbite de ces planètes. Ensuite, les télescopes terrestres aident à déterminer leur masse. Grâce à ces 3 paramètres, nous pouvons comprendre la composition des planètes et savoir si elles sont telluriques comme la Terre ou gazeuses comme Jupiter. Et oui, mieux vaut éviter Jupiter après une soirée cassoulet. Un exemple des découvertes réalisées par TESS est le système TOI 700. C'est là qu'il a mis au jour sa première planète semblable à la Terre, TOI 700d. Cette exoplanète orbite également autour d'une naine rouge et se trouve encore plus près de nous, à environ 100 années-lumière. Malheureusement, il est peu probable qu'elle soit habitable en raison des températures extrêmes qui y règnent. Une autre grande découverte a eu lieu dans le système haute microscopie. TESS a détecté une planète environ 4 fois plus grande que la Terre, ainsi qu'une autre presque 3 fois plus grande. Ce système est devenu une zone clé pour étudier la formation et l'évolution des étoiles et des planètes au fil du temps. TESS a également observé une variété d'autres découvertes passionnantes, comme des supernovas et des mondes brûlants. À l'aube de sa 6e année, nous pouvons donc nous attendre à encore plus de découvertes fascinantes. Une nouvelle super-Terre a récemment été observée par des astronomes, et elle suscite un grand intérêt. Cette planète, désignée sous le nom de TOI 715b, a une taille équivalente à 1,5 fois celle de notre Terre, ce qui justifie son appellation de super-Terre. De plus, elle se trouve relativement proche de nous, à seulement 137 années-lumière. Pour mettre cela en perspective, la majorité des exoplanètes se situent à plusieurs centaines d'années-lumière, tandis que les objets célestes fascinants tels que les trous noirs et les nébuleuses se trouvent généralement à des milliers d'années-lumière de nous. Pourrait-elle donc être habitable? La zone habitable représente une estimation des régions où une planète pourrait présenter des conditions favorables à l'existence d'eau liquide. Cela se réfère à une distance spécifique de l'étoile, où les températures sur la planète devraient être tolérables. Toutefois, cette estimation n'est pas très précise, car elle dépend de divers facteurs, tels que le type d'étoile, la capacité de réflexion de la planète, ainsi que sa taille, parmi tant d'autres.
De plus, être situé dans cette zone ne garantit pas la présence d'eau. La planète doit également posséder une atmosphère appropriée ainsi que d'autres conditions favorables. Pour remédier à cela, une définition plus stricte a été établie en 2014, la zone habitable conservatrice. Ce terme plus précis désigne les meilleures candidates susceptibles de présenter de l'eau liquide. Sinon, nous risquerions de rencontrer un trop grand nombre de planètes potentiellement habitables, qui, en réalité, ne le sont pas. La ZHC est déterminée par la quantité d'énergie qu'une planète reçoit de son étoile par rapport à celle de la Terre. Si une planète tellurique reçoit entre 40 et 85% de cette énergie, elle est considérée comme se trouvant dans la ZHC, indépendamment de sa distance par rapport à son étoile. Ces planètes présentent une probabilité plus élevée d'être habitables. Et en effet, TOI 715b se trouve dans cette zone. Cette super-Terre gravite autour d'une étoile de type M, également connue sous le nom de naine rouge. Cette étoile est beaucoup plus petite et moins chaude que notre Soleil, représentant environ un quart de sa taille et de sa masse. Toutefois, si cette planète se situe dans la zone habitable, elle constitue en réalité une option plus propice à la vie, car les naines rouges vivent bien plus longtemps que notre Soleil, qui est une naine jaune. Cela signifie également qu'elle dispose de plus de temps pour permettre l'émergence de petites formes de vie. De plus, cette naine rouge est plus ancienne que notre étoile. Notre astre est vieux de 4,6 milliards d'années, tandis que cette étoile en compte 6,6. Environ à quelques centaines de millions d'années près. Cette étoile présente peu d'activité magnétique, ce qui la rend sans danger. Elle ne connaît pas de fortes éruptions comme les jeunes naines rouges. Ces éruptions peuvent être extrêmement puissantes et risquent d'endommager les planètes en arrachant leur atmosphère. Bien que certaines planètes en orbite autour d'elles présentent des atmosphères moins denses, il semble que cette naine rouge ait déjà atteint un état de stabilité. Ces naines rouges constituent actuellement des cibles privilégiées dans la recherche de planètes susceptibles d'abriter la vie. Notre super-Terre est extrêmement proche de son étoile et accomplit une orbite en seulement 19 jours. Étant donné la petite taille de l'étoile et la proximité de la planète, le passage de celle-ci devant son astre se produit fréquemment et de manière très distincte. Cela facilite l'étude de son atmosphère par des télescopes comme James Webb, nécessitant ainsi moins de temps d'observation. En parlant du télescope spatial James Webb, celui-ci nous plonge dans une nouvelle ère de compréhension des planètes lointaines au-delà de notre système solaire. Imaginez pouvoir déterminer quel gaz compose l'atmosphère d'une planète à des millions d'années-lumière. James Webb nous aidera à déceler ces mondes potentiellement habitables. En ce moment, il s'emploie à vérifier si TOI 715b possède une atmosphère. Si tel est le cas, elle pourrait être plus facilement détectable par rapport à une planète plus sèche et plus dense. Cela susciterait un grand enthousiasme, car cela indiquerait un environnement propice à la vie. En outre, il pourrait y avoir une autre planète dans ce système, également située dans la zone habitable. Son existence n'est pas encore confirmée, ce n'est qu'une candidate au nom extravagant. Mais si elle se révèle exister, elle serait comparable à la Terre en termes de taille, devenant ainsi la plus petite planète observée dans la zone habitable par le télescope TESS. Une autre caractéristique fascinante de TOI 715b est qu'elle pourrait non seulement abriter de l'eau, mais également être un véritable monde aquatique. Une planète océanique désigne un type de planète entièrement recouverte par un océan ou possédant des océans souterrains. Ces planètes ne peuvent avoir que très peu de terres émergées, et parfois, elles peuvent même être submergées par d'autres liquides, comme de la lave ou de l'ammoniac. En ce qui concerne les planètes situées en dehors de notre système solaire, notre technologie actuelle ne nous permet pas d'observer directement l'eau à leur surface. Les scientifiques se concentrent plutôt sur la détection de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, ce qui peut indiquer la présence d'eau liquide en dessous. Bien sûr, nous nous interrogeons également sur la possibilité de vie sur ces planètes, en espérant qu'elles ne prennent pas la forme de monstres de type Léviathan. Nos modèles suggèrent que les planètes océaniques pourraient être assez répandues dans notre galaxie. Cela signifie qu'il pourrait y avoir de nombreux mondes océaniques encore à découvrir. Cependant, la partie la plus captivante concernant TOI 715b est qu'elle se situe dans ce que l'on désigne comme l'écart de Fulton. Si nous dressons une liste des planètes, nous observerons celles qui sont plus grandes ou plus petites que la Terre. Cependant, un vide apparaît soudainement pour les corps célestes, mesurant 1,5 fois à 2 fois la taille de notre planète. Où sont-ils passés? Cette lacune suscite l'intérêt des scientifiques, car elle révèle des informations sur la manière dont les planètes se forment et évoluent au fil du temps. Il ne s'agit pas d'une absence de formation de planètes dans cette fourchette de taille. En réalité, elles commencent souvent plus grandes puis perdent une partie de leur masse,
comme un ballon qui se dégonflerait lentement. Cela pourrait être dû à la manière dont elles orbitent autour de leurs étoiles, qui peuvent éliminer une partie de leur masse, à l'instar de notre Soleil qui interagit avec le gaz des comètes. Cet écart recèle de nombreux mystères. Et des planètes comme notre nouvelle super-Terre pourraient me fournir de précieux indices pour nous aider à les percer. Nous ne savons pas encore si ce phénomène existe autour des naines rouges. Il est possible qu'il s'agisse d'une différence de densité chez ces planètes, plutôt que d'une question de taille. Ainsi, l'étude de cette planète nouvellement découverte devient d'autant plus intéressante. Elle nous permettra d'en apprendre davantage sur les étoiles lointaines et leurs planètes. On a mentionné TESS un peu plus tôt. Le satellite TESS de la NASA, ou Transiting Exoplanet Survey Satellite, a été lancé il y a 6 ans et a depuis connu un succès remarquable. La NASA a lancé TESS parce que nous avions déjà identifié plus de 5000 planètes en orbite autour d'autres étoiles, principalement grâce au télescope Kepler. Cependant, Kepler a surtout détecté de grandes planètes qui ne ressemblent pas forcément à la Terre. Nous avons donc décidé d'orienter TESS vers la recherche de planètes plus petites, de taille terrestre, autour d'étoiles brillantes et proches, ce qui facilitera leur étude au moyen de télescopes futurs. Voici comment cela fonctionne. La caméra observe les étoiles et scrute les variations de leur luminosité. Si celle-ci diminue subitement pendant un certain temps avant de revenir à la normale, cela peut indiquer qu'une planète passe devant l'étoile. Cependant, les étoiles peuvent aussi s'assombrir pour d'autres raisons, comme des éruptions ou des taches sombres à leur surface. C'est pourquoi il est essentiel de prendre ces données avec des pincettes. TESS nous fournit des informations sur la taille et l'orbite de ces planètes. Ensuite, les télescopes terrestres aident à déterminer leur masse. Grâce à ces 3 paramètres, nous pouvons comprendre la composition des planètes et savoir si elles sont telluriques comme la Terre ou gazeuses comme Jupiter. Et oui, mieux vaut éviter Jupiter après une soirée cassoulet. Un exemple des découvertes réalisées par TESS est le système TOI 700. C'est là qu'il a mis au jour sa première planète semblable à la Terre, TOI 700d. Cette exoplanète orbite également autour d'une naine rouge et se trouve encore plus près de nous, à environ 100 années-lumière. Malheureusement, il est peu probable qu'elle soit habitable en raison des températures extrêmes qui y règnent. Une autre grande découverte a eu lieu dans le système O-microscopie. TESS a détecté une planète environ 4 fois plus grande que la Terre, ainsi qu'une autre presque 3 fois plus grande. Ce système est devenu une zone clé pour étudier la formation et l'évolution des étoiles et des planètes au fil du temps. TESS a également observé une variété d'autres découvertes passionnantes, comme des supernovas et des mondes brûlants. À l'aube de sa 6e année, nous pouvons donc nous attendre à encore plus de découvertes fascinantes. Il y a environ 1 an, un événement exceptionnel s'est produit sur Mars. Son bouclier magnétique ainsi que l'atmosphère environnante se sont dilatés, atteignant une taille environ 3 fois supérieure à leur dimension habituelle. La Terre a déjà été témoin d'un phénomène semblable, notamment en 1999. Cet événement a entraîné une expansion spectaculaire de notre magnétosphère, atteignant jusqu'à 100 fois sa taille normale. Les scientifiques avertissent que la Terre pourrait connaître à nouveau une telle situation, mais à une échelle encore plus considérable, et les répercussions pourraient être désastreuses. Examinons donc les raisons de ce phénomène et les conséquences qu'il pourrait avoir. La sonde spatiale MAVEN, développée par la NASA, orbite autour de Mars depuis 2014. Cet appareil unique est le seul à surveiller simultanément l'activité solaire et celle de Mars. Le 26 décembre 2022, il a été témoin d'un événement captivant se déroulant sur la planète rouge. L'atmosphère martienne et son bouclier magnétique ont subitement pris une ampleur inattendue, s'étirant sur des milliers de kilomètres. D'après les scientifiques, un tel événement est d'une intensité et d'une rareté exceptionnelles, et MAVEN a pu en capturer chaque instant. En cherchant à comprendre cette anomalie, les chercheurs ont mis au jour un lien fascinant. Ce phénomène était directement lié au vent solaire. Le vent solaire est un flot de particules projetées par notre étoile. Composé principalement de protons et d'électrons issus de l'atmosphère externe de notre étoile, il se déplace à une vitesse vertigineuse, pouvant atteindre 800 km par seconde. Ces particules chargées se propagent dans tout le système solaire sous forme de plasma. Mars, tout comme les autres planètes de notre système solaire, est constamment exposé à ce vent solaire. Imaginez-le comme une sorte de souffle continu provenant de notre astre. Ce vent exerce une pression sur le bouclier magnétique martien, appelé magnétosphère, et contribue à l'érosion progressive de l'atmosphère martienne dans l'espace. Les chercheurs ont établi que l'énorme expansion observée sur Mars était due à un vide inhabituel au sein de l'atmosphère.
Un vent solaire rapide a rattrapé un vent plus lent, provoquant une compression et créant ainsi une zone de vide dans l'atmosphère martienne. Cette configuration exceptionnelle a déclenché une expansion rapide et spectaculaire de la magnétosphère. Le Soleil suit un cycle d'environ 11 ans, alternant entre une phase de faible activité, appelée minimum solaire, et une phase d'activité intense, nommée maximum solaire, avant de revenir à son état initial. Ce phénomène a été observé dès le XVIIIe siècle et nous en sommes actuellement au XXVe siècle. Ce cycle est lié au champ magnétique du Soleil. Lors du minimum solaire, ce champ est puissant et structuré. Cependant, il s'affaiblit peu à peu, jusqu'à ce que l'activité solaire augmente soudainement. Cette intensification engendre les vents solaires, qui projettent des jets de particules vers les planètes, dont la Terre. En 1999, le vent solaire a presque complètement disparu durant 3 jours, un événement qui pourrait se reproduire prochainement. Les scientifiques estiment cette fois-ci qu'il pourrait survenir plus tôt et avec une intensité accrue. Le Soleil devient alors particulièrement actif, libérant du plasma brûlant, formant d'immenses taches sombres et émettant de puissantes radiations. Et hélas, le prochain maximum solaire semble avoir pris la communauté scientifique au dépourvu. Initialement prévue pour 2025, cette tempête solaire semble arriver plus vite que prévu, prenant les scientifiques de court. Le nombre de taches solaires observées a largement dépassé les attentes. En 2022, le Soleil a atteint un pic de taches solaires sur 8 ans, suivi, en 2023, d'un doublement du nombre attendu de ces formations. Et ce n'est pas tout. Les éruptions solaires connaissent également une recrudescence. En mars, une tempête géomagnétique a illuminé les cieux avec des aurores spectaculaires visibles dans 30 États américains, marquant l'événement le plus intense de ces 6 dernières années. Des phénomènes solaires rares deviennent aussi plus fréquents. Parmi eux, une immense cascade de plasma, un vortex polaire autour du pôle nord du Soleil qui a duré des heures, et une tornade solaire s'étendant sur 3 jours et culminant à une hauteur équivalente à 14 fois le diamètre de la Terre. Ces activités solaires croissantes posent des risques pour notre planète. Les tempêtes solaires peuvent perturber les communications, endommager les systèmes électriques, provoquer des pannes de courant et menacer directement les êtres vivants. Elles peuvent également ioniser l'atmosphère terrestre, interférant avec les signaux radio et les systèmes GPS. Si ces perturbations coïncident avec des catastrophes naturelles comme des séismes ou des tsunamis, les conséquences pourraient être désastreuses. De plus, les tempêtes solaires puissantes peuvent générer des courants électriques capables de dégrader des infrastructures essentielles, telles que les réseaux électriques et les lignes ferroviaires. Les passagers des avions pourraient être soumis à des niveaux de radiation plus élevés pendant les tempêtes solaires. Il est difficile d'en évaluer les conséquences exactes sur leur santé. En revanche, les astronautes présents à bord d'engins spatiaux, tels que la Station spatiale internationale, pourraient courir des risques bien plus importants. Les futures missions devront donc intégrer les cycles solaires dans leur planification. Nous ne sommes pas les seules espèces en danger. Ces tempêtes peuvent perturber les migrations d'animaux comme les baleines grises, les tortues de mer et les oiseaux, qui s'appuient sur le champ magnétique terrestre afin de s'orienter. Et, cerise sur le gâteau, le risque de collision potentielle entre satellites. Les entreprises spatiales commerciales privilégient souvent la rapidité de lancement à la sécurité, négligeant ainsi l'impact de la météorologie spatiale. Pendant les tempêtes solaires, la haute atmosphère ionisée exerce une traînée accrue sur les satellites en orbite. En cas de problème, certains pourraient dévier de leur trajectoire et entrer en collision, voire retomber sur Terre. La tempête solaire la plus impressionnante connue demeure l'événement de Carrington de 1859. Cette tempête géomagnétique d'une intensité inégalée a illuminé le ciel avec des aurores visibles des pôles jusqu'à Cuba et au Japon. Aux États-Unis, leur éclat était tel que des chercheurs d'or se sont éveillés en pleine nuit, pensant qu'il faisait jour. Cette tempête a été causée par une éruption solaire majeure. Bien que les aurores aient offert un spectacle époustouflant, leurs conséquences ont été graves. Les systèmes télégraphiques d'Europe et d'Amérique du Nord ont été perturbés. Les pylônes produisèrent des étincelles, des opérateurs ont subi des décharges électriques, et les équipements se sont mis à fonctionner grâce au seul courant auroral, en l'absence de batterie. Des tempêtes similaires se sont produites au moins 3 fois dans l'histoire, causant les mêmes ravages. Aujourd'hui, un événement de cette ampleur pourrait coûter entre 600 et 2600 milliards de dollars rien qu'aux États-Unis. Les chercheurs poursuivent l'analyse des événements passés et des données issues de carottes glaciaires pour mieux comprendre et anticiper les impacts des futures tempêtes solaires.
Bien que le comportement de notre étoile reste imprévisible, cela souligne l'importance d'approfondir son étude. La probabilité que la prochaine tempête atteigne l'intensité d'un événement de Carrington est faible. Cependant, en mettant à profit ce temps pour se préparer, ces effets pourraient passer inaperçus. Les préparatifs consistent généralement à ajuster les trajectoires des satellites, immobiliser les avions au sol et repérer les infrastructures sensibles. Pendant ce temps, nous poursuivons notre exploration de Mars. L'atmosphère martienne est très différente de la nôtre. Sur Terre, l'air est respirable, composé principalement d'azote, d'oxygène et de divers autres gaz. En revanche, l'atmosphère de Mars contient des niveaux de dioxyde de carbone extrêmement élevés. Alors que sur Terre, le dioxyde de carbone représente moins d'1%, sur Mars, il constitue environ 96% de l'atmosphère. Par ailleurs, l'atmosphère terrestre est plus de 100 fois plus dense que celle de Mars. Même si Mars est environ 2 fois plus petite que la Terre, son atmosphère est incroyablement ténue, comparable à une plume par rapport à notre ère. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. Autrefois, Mars aurait pu ressembler à la Terre. Il est avéré qu'elle possédait de l'eau, et il était même possible qu'elle ait hébergé des plantes. Si nous ajoutions de l'eau sur Mars aujourd'hui, des plantes pourraient y pousser. Dans un passé lointain, Mars a connu une période de volcanisme intense, suggérant qu'elle possédait une atmosphère épaisse et peut-être même un vaste océan. Bien que nous ignorions ce qu'il en est advenu, certaines théories existent. Par exemple, bien que Mars possède un champ magnétique, celui-ci est très faible, ce qui aurait permis au vent solaire de balayer son atmosphère. Finalement, elle est devenue la planète rouge, froide et poussiéreuse que nous connaissons aujourd'hui. Le rover Perseverance de la NASA a récemment fêté son 1000e jour sur Mars, en réalisant des découvertes remarquables. Il a traversé un ancien réseau de rivières et de lacs martiens, récoltant 23 échantillons précieux. Ces derniers nous permettront de mieux comprendre l'histoire et la géologie de la planète. Les phénomènes extrêmes, bien qu'intimidants, nous permettent d'approfondir nos connaissances sur le système solaire. Heureusement, grâce à sa conception robuste, Maven est capable de résister aux tempêtes solaires violentes, offrant ainsi l'occasion d'étudier Mars lorsqu'elle est privée de sa protection naturelle. Accroche-toi à ton chapeau. Nous allons embarquer pour un voyage incroyable. À l'aide de scientifiques géniaux et de leurs travaux, nous avons demandé à l'IA de nous ramener 2 milliards d'années en arrière pour nous montrer à quoi ressemblait notre merveilleuse planète à l'époque. Alors, on attache sa ceinture et c'est parti. Sauter dans une machine à voyager dans le temps et aller visiter la Terre quand elle n'était qu'un bébé, il y a environ 4 ou 5 milliards d'années, aurait été une grave erreur. Un chaos total régnait alors. Tout d'abord, le sol était encore en fusion et tout mou, donc faire atterrir ta machine à voyager dans le temps aurait posé quelques problèmes. Et dès ta sortie de l'appareil, tu aurais vu une Terre complètement différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Le paysage était fait de montagnes escarpées, de mers étincelantes et de vastes étendues de terre. D'immenses volcans massifs entraient en éruption en permanence, projetant des gaz et des cendres dans l'air. Un véritable feu d'artifice. Et même si tu avais une super machine capable de planer et dotée de dispositifs de protection contre la chaleur, tu aurais quand même du mal à respirer. Tu vois, l'atmosphère de la Terre primitive était un peu folle. D'épais nuages flottaient dans le ciel en projetant des ombres mystérieuses sur la Terre. L'air était aussi ténu qu'un murmure et rempli de toutes sortes de gaz étranges, comme de l'hydrogène et de l'hélium. Le dioxyde de carbone était partout, colorant tout d'un vert éclatant. La vapeur remplissait l'air et il faisait très humide. Et il y avait aussi un soupçon d'ammoniac et de méthane, au cas où tout ça ne suffisait pas. Ça fait pas mal de gaz, hein? Mais il manque quelque chose, l'oxygène. En inspirant, tu ne sentirais pas cette bouffée d'air familière remplir tes poumons. Il n'y avait pas encore de forêts luxuriantes. Au lieu de cela, on trouvait des terrains accidentés et rocailleux. Certaines de ces roches portent encore les marques des forces intenses, collisions et tremblements de terre qui ont façonné la Terre pendant des millions d'années. Mais au milieu de toute cette violente beauté, quelque chose d'étonnant était sur le point d'arriver. La vie, dans ses balbutiements, était en train de préparer sa grande entrée. Des organismes comme les algues et les bactéries dominaient la scène. Ils prospéraient dans les océans, se nourrissant de dioxyde de carbone pour croître et se multiplier. Les séos cruilantes d'activité, pleines de formes de vie microscopiques, multicolores et perdonantes. Ces minuscules organismes travaillaient dur, libérant de l'oxygène en vaquant à leurs occupations. Ces véritables petites usines modifiaient lentement la composition de l'atmosphère. Voilà donc à quoi ressemblait la Terre primitive.
plus ou moins. Mais pourquoi était-elle si hostile? Et comment a-t-elle pu changer autant depuis? La chaleur de la Terre provient de toutes sortes de choses qui se sont produites lors de sa formation. Tout d'abord, les objets qui se sont assemblés pour former notre planète dégagèrent déjà beaucoup de chaleur. Ensuite, au fur et à mesure que la Terre grandissait, sa force gravitationnelle s'est considérablement accrue. Elle a attiré encore plus de matière vers elle, et elle l'a aussi serrée très fort dans ses bras. Et tu sais ce qui se passe quand on comprime quelque chose? Ça chauffe et tout comme une cocotte minute. Ce réchauffement incroyable a eu un impact énorme sur la structure de la Terre. Imagine un mélange de roches, de métaux et de minéraux. À mesure que la chaleur montait, toute cette matière a commencé à fondre. Et devine quoi? Un métal très dense a coulé vers le centre, et est devenu le noyau de la Terre, tandis que les roches plus légères sont remontées, pour former la croûte et le manteau. C'est comme si la Terre avait décidé de se dissocier, en créant des couches distinctes. On appelle cette séparation la différenciation. Mais le réchauffement ne s'est pas arrêté là. Avec tous ces mélanges et ces déplacements, la Terre est devenue encore plus chaude. C'était comme si tu augmentais la température d'un four planétaire géant. Toute cette chaleur folle a eu de sérieuses conséquences. La température élevée de la Terre a tout accéléré. Les plaques tectoniques dansaient. Un véritable remue-ménage géologique à la surface. Et ce n'est pas tout. La Terre était également bombardée par de sérieux visiteurs cosmiques. Imagine ça. Pendant que la Terre était occupée à rassembler toutes sortes de débris spatiaux et de se former, la pagaille régnait dans le système solaire. Saturne et Jupiter avaient décidé de tout chambouler en changeant d'orbite, envoyant toute une tasse d'objets massifs vers notre pauvre Terre. Et ce n'était pas pour plaisanter. Ces impacts ont fait fondre les minéraux de notre croûte terrestre et les ont même vaporisés. Ces collisions étaient si puissantes qu'elles faisaient même sortir les gaz de l'atmosphère terrestre. Tu parles d'un feu d'artifice. Crois-le ou non, nous pouvons encore observer les cicatrices de ces anciennes collisions. Il faut un travail de détective, mais ses conséquences sont bel et bien visibles pour un œil entraîné. Par exemple, nous avons le cratère de Mani-Itsok au Groenland. Même si le cratère lui-même n'est pas visible, on trouve dans cette zone des roches qui se trouvaient jadis à une profondeur de 20 à 25 km sous la surface de la Terre. Et devine quoi? Elles portent les marques d'un choc intense et soudain. Il s'en est passé des choses. La plus grande collision a eu lieu avec une planète appelée Theia. Theia, de la taille de Mars, se serait écrasée sur la Terre avec un énorme boom, un événement colossal qui a tout changé. Le noyau métallique de Theia a fusionné avec celui de la Terre, tandis que les couches extérieures des deux planètes ont été projetées dans l'espace. Le résultat? Un magnifique anneau de débris autour de notre planète. Voici la partie la plus intéressante. Ces débris n'ont pas flotté indéfiniment. Ils ont commencé à s'assembler comme des pièces de puzzle. Et voilà. Nous avons obtenu notre Lune. Incroyable, non? Et cet étonnant processus n'aurait pris que 10 ans, voire moins. C'est complètement dingue. On appelle ce formidable événement concernant la Lune l'hypothèse de l'impact géant. Alors la prochaine fois que tu regarderas notre satellite dans le ciel nocturne, rappelle-toi qu'il s'agit en fait d'un gros morceau de notre propre planète. D'ailleurs, la Terre a elle aussi vécu une sacrée aventure lors de la création de son atmosphère. La première tentative de création d'atmosphère ne s'est pas très bien passée. Une fine couche d'hydrogène et d'hélium s'est formée au moment où toute cette matière s'accumulait. Mais ces gaz n'ont pas tenu. Ils ont fini par s'échapper dans l'espace infini. Au revoir les gars. Mais la Terre n'a pas abandonné, elle est repartie de plus belle, et cette fois-ci, elle a eu beaucoup plus de succès. Les volcans sont venus à la rescousse. Ils ont craché toutes sortes de gaz, de la vapeur d'eau, du dioxyde de carbone et tout un tas d'autres substances bizarres. Même les météorites et les comètes ont participé à la fête, apportent de l'air et de l'azote. Notre atmosphère est sur le point de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Mais voilà, il n'y avait pas d'oxygène dans cette deuxième expérience. Non, pas une seule petite bouffée. L'oxygène que produisaient les rayons du soleil en divisant les molécules d'eau disparaissait immédiatement à cause de certaines réactions chimiques. Ce n'est qu'avec la troisième expérience et l'apparition de la vie que les choses ont commencé à changer. Les organismes photosynthétiques ont pris le devant de la scène et ont utilisé tout le dioxyde de carbone présent dans l'air pour fabriquer leur nourriture. Et ils se sont mis à libérer de l'oxygène. Finalement, ces organismes ont réussi à produire tellement d'oxygène que les réactions chimiques n'ont plus pu arrêter le processus.
et une atmosphère s'est créée. Ce n'est que depuis environ 350 millions d'années que nous avons atteint le niveau d'oxygène que nous connaissons aujourd'hui, environ 21% de l'air que nous respirons. Ainsi, des volcans enflammés au mystérieux océan, ce petit aperçu du passé nous révèle une Terre très différente de celle que nous connaissons. Il est fascinant d'explorer ces paysages et d'imaginer les premières formes de vie se développer. Grâce à l'IA, nous pouvons entrevoir l'histoire extraordinaire de la planète et admirer les merveilles de sa perpétuelle évolution. Alors, reste à l'écoute pour d'autres voyages passionnants. Que se passe-t-il lorsqu'une étoile n'a plus de combustible? Tout d'abord, paradoxalement, elle grandit jusqu'à atteindre 1 million de fois sa taille initiale. En effet, lorsque le cœur d'une étoile n'a plus d'hydrogène, il commence à se contracter sous l'effet de sa propre gravité. Mais la fusion de l'hydrogène se poursuit dans les couches supérieures. En se contractant, le cœur se réchauffe. Les couches supérieures de l'étoile chauffent également et se dilatent. La taille de l'étoile augmente. À mesure que l'étoile grandit, elle engloutit toute la matière environnante, même ses propres planètes. Les astronomes ont pu observer des étoiles juste avant ou juste après qu'elles aient avalé des planètes. Mais jusqu'à récemment, ils n'avaient jamais vu le processus lui-même. Des chercheurs de plusieurs universités ont annoncé que, pour la première fois dans l'histoire, ils avaient observé une étoile en train d'avaler une planète. Et cet événement tragique ne s'est pas produit dans une galaxie lointaine, mais dans notre propre Voie lactée, à quelques 12 000 années-lumière de nous. Des astronomes avaient repéré l'explosion d'une étoile dont la masse était de 0,8 à 1,5 fois celle de notre Soleil, près de la constellation de l'Aigle. En l'espace de 10 jours, l'étoile était devenue 100 fois plus brillante qu'avant, puis elle s'était éteinte rapidement. Plus intéressant encore, cet éclair avait été suivi d'un signal plus long et plus froid que le premier. Cette combinaison ne pouvait signifier qu'une chose: l'étoile avait englouti une planète proche. De quelle planète s'agissait-il? Les astronomes estiment qu'il pourrait s'agir d'un monde en ébullition, dont la masse serait de 1 à 10 fois celle de Jupiter. On appelle de telles planètes des Jupiters chauds. Il s'agit d'exoplanètes géantes, semblables aux Jupiters de notre système solaire, mais dont l'orbite autour de leur étoile dure moins de 10 jours. La planète dont il est question ici s'était progressivement rapprochée de l'étoile moribonde jusqu'à être attirée dans son atmosphère et, finalement, vers son cœur. Cette grande fête galactique date d'il y a 10 ou 15 000 ans, alors que l'étoile était âgée d'environ 10 milliards d'années. En raison de cet âge respectable, l'engloutissement lui-même a eu lieu à la vitesse de l'éclair. D'un seul coup, alors que généralement, les Jupiters chauds se font lentement grignoter par leur étoile. Les astronomes ignorent s'il y a d'autres planètes autour de cette étoile, peut-être à une distance moins dangereuse. Mais même s'il y en a, des milliers d'années s'écouleront avant qu'elles ne servent de plat principal ou de dessert. Quoi qu'il en soit, maintenant que les astronomes savent ce qu'ils doivent rechercher, ils vont se tenir à l'affût d'autres engloutissements cosmiques. Car un jour, notre planète, ainsi qu'une partie de notre système solaire, subira le même sort. Tout ce qui nous entoure disparaîtra en un clin d'œil. Mais tu peux respirer et te détendre. Cela n'arrivera pas avant 5 milliards d'années. C'est à ce moment-là que le Soleil est censé chauffer et se dilater au point d'avaler les planètes intérieures du système solaire. Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Si les hommes parviennent à coloniser un autre monde d'ici là, il devra se trouver à au moins 10 000 années-lumière de la Terre, ils seront en mesure d'observer cette catastrophe. Le Soleil deviendra soudainement beaucoup plus brillant et éjectera de la matière dans l'espace. Il avalera plusieurs planètes, dont la Terre, avant de reprendre son état normal. Mais les étoiles ne sont pas les seuls objets de l'univers à avaler d'autres corps célestes. Il existe un autre type de monstre cosmique qui se nourrit de tout, même de la lumière. Tu as deviné? Eh oui, il s'agit des impitoyables trous noirs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne se contentent pas de dévorer tout ce qu'ils trouvent. Ils en recrachent aussi une bonne partie. Il n'y a pas si longtemps, des scientifiques ont découvert que le trou noir supermassif, situé au centre de notre galaxie, la Voie lactée, semble fuir. Pourquoi est-ce que ça change la donne? Parce que cela pourrait signifier que ce trou noir, appelé Sagittarius à étoile, et dont la masse est de 4,1 millions de fois la masse de notre Soleil, n'est pas un géant endormi ainsi qu'on le pensait. Il est peut-être encore actif. Et cette fuite pourrait être un hoquet du trou noir lorsque celui-ci avale des nuages de gaz. Pendant leurs recherches, les astronomes se sont servis du télescope spatial Hubble. Il leur a permis de repérer un jet semblable à une flamme de chalumeau.
Il s'enfonçait dans les nuages d'hydrogène au centre de notre galaxie. Ce jet semblait cracher du gaz comme un tuyau d'arrosage qu'on pointerait sur un tas de sable. Ce phénomène se produit souvent autour des trous noirs actifs qui s'entourent de divers matériaux grâce à leur immense force gravitationnelle. Une partie de cette matière pénètre dans le trou noir, mais une petite partie se voit emportée vers l'extérieur par de puissants champs magnétiques. Les recherches suggèrent que lorsqu'un nuage de gaz géant s'approche trop près d'un trou noir supermassif, il se fait avaler. Et le trou noir éructe ensuite des mini-jets de matière. Les bulles de Fermi pourraient être le résultat d'éructations ayant eu lieu il y a environ 2 à 4 millions d'années. Mais récemment, les scientifiques ont découvert une autre bulle de gaz chaud géante. Elle suivait la trajectoire du jet sur 35 années-lumière ou plus en partant du trou noir. Les astronomes pensent que ce jet a pu pénétrer dans cette bulle de gaz et la dilater. Mais voici quelque chose d'encore plus effrayant. Il semblerait que certains trous noirs se dévorent les uns les autres. Enfin, en quelque sorte. Pour l'instant, ils essaient de partager leur repas. Mais qui sait ce qui se passera dans un avenir proche? Je vais tout te raconter en détail. Des astronomes ont repéré 2 trous noirs supermassifs en train de se régaler de la matière de 2 galaxies en fusion dans l'espace lointain. Ces géants ont été localisés à l'aide du grand réseau d'antennes millimétriques submillimétriques de l'Atacama, ALMA en abrégé. Ces télescopes se trouvent dans le désert d'Atacama, au nord du Chili. Au départ, les scientifiques les utilisaient pour observer 2 galaxies en train de fusionner, situées à environ 500 millions d'années-lumière de la Terre. Les astronomes ont également remarqué que 2 trous noirs gigantesques se développèrent l'un à côté de l'autre, non loin du centre de la galaxie coalescente. Apparemment, ces trous noirs se seraient recroisés lors de la collision de leurs galaxies hôtes. L'un des trous noirs a une masse d'environ 200 millions de fois celle de notre Soleil. L'autre est un peu plus petit, environ 125 millions de fois la masse de notre étoile. Même s'ils ne sont pas directement visibles, ces trous noirs sont entourés de lumineux amas de gaz chauds et d'étoiles. Toute cette matière a été attirée par leur double attraction gravitationnelle. Avec le temps, ces trous noirs commenceront à tourner l'un autour de l'autre. Ils finiront par entrer en collision et par créer un seul trou noir, probablement encore plus gros. Les scientifiques ont observé ces trous noirs sur différentes longueurs d'onde et sont parvenus à la conclusion qu'ils sont tout à fait uniques. Ils sont situés plus près l'un de l'autre que ceux que les astronomes avaient prévus. La distance qui les sépare n'est que de 750 années-lumière, ce qui, d'un point de vue astronomique, est tout simplement la porte à côté. Et cette distance est proche de la limite de ce que les technologies modernes peuvent détecter. Notons au passage que ces fusions gigantesques sont plus typiques des galaxies lointaines. Il est donc plus difficile pour les télescopes terrestres de les observer. Mais la sensibilité de l'ALMA a permis aux astronomes de surveiller ces régions lumineuses et compactes où la matière tourbillonne autour des trous noirs. Imagine un peu la surprise des chercheurs lorsque, au lieu d'un seul trou noir, ils en ont vu 2 et qu'ils se nourrissaient de toute la poussière et du gaz soulevés par l'énorme fusion. L'aspect le plus important de cette découverte est qu'elle pourrait signifier que de tels duos sont beaucoup plus courants que nous ne le pensions auparavant. Et s'ils sont fréquents, il nous sera plus facile d'étudier les ondes gravitationnelles générées par ce genre de collision. Ces ondes sont également connues sous le nom d'ondulation de l'espace-temps. Mais sache qu'il faudra encore peut-être plusieurs centaines de millions d'années avant que ces 2 trous noirs récemment découverts ne s'écrasent l'un contre l'autre. En observant leur comportement, toutefois, les scientifiques peuvent déterminer combien de trous noirs binaires sur le point d'entrée en collision existent dans l'univers.